Merci de nous refaire confiance et bienvenue à ce numéro de votre magazine Ça fait débat. Au-delà des couleurs politiques, nous allons aborder des sujets qui vous intéressent. La République démocratique du Congo entre le droit et le privilège. Autrement, cette question qui suscite beaucoup de passion et nous fait découvrir des agitateurs et des agités autour de ce que d'aucuns appellent congolité. État de siège, force et faiblesse. On est déjà dans la prorogation. Le Parlement a donc autorisé la prorogation. Bientôt, le président va aussi se prononcer après ce quitus du Parlement. 30 juin 2021, ça sera spécial avec les obsèques historiques de Lumumba Patrice Emery, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Les reliques vont être restituées de manière officielle. Le président de la République sera en Belgique, mais le roi ne fera pas le déplacement de Kinshasa. Les raisons évoquées sont donc d'ordre sanitaire. Vraies raisons ou fausses raisons, on s'interroge à haute voix. Mais ce qui est vrai, ce 30 juin sera vraiment spécial. Mais notre réflexion, c'est au niveau de la rédemption ou la séduction. Et on va terminer par les enjeux géostratégiques. La RDC est face à un monde en pleine mutation. Tout bouge partout avec des impositions causées par la crise sanitaire. Autour de cette table, Alain Bolodjoa, proche de la Mouka, il est de la nouvelle classe politique congolaise, de l'opposition. Le doyen Yamba Norbert, absent des plateaux, il n'aime plus les débats, des bas étages. Ça, je ne dis pas qu'il y a les débats des bas étages au pays, mais plus réservés depuis un certain temps. Et puis, voilà, il revient pour vous honorer parce que vous avez aussi réclamé sa présence. Mouchagaloussa, Dieudonné, lui, il est là, société civile, apparemment dans la course pour la plénière de la CENI, il va nous le confirmer, il a disparu depuis le début de l'état de siège. Pour quelle raison? Alors qu'il n'est même pas parmi les beaux-colleurs des groupes armés. Je le provoque souvent de cette manière. Et puis, nous avons son frère, d'ici et d'ailleurs. Il nous avait dit que le corona ne va pas emporter tout le monde. Avec son sourire, il a banalisé. Mais bon, ça n'a pas emporté tout le monde. Moutabazi Sekimouniou. Bonjour. Bonjour, économiste, analyste indépendant. Ouais. Mais par moment, vous tirez sur tout ce qui bouge. Alors, le grand Sekimonio, ne confondez pas, professeur, lui aussi, lui, il est PCA, ne vous occupez pas de ce qu'il fait. Ça n'a rien à voir avec le jeune Sekimonio. Alors, bienvenue. Merci. Un autre va nous rejoindre tout à l'heure. Il est FCC. On réfléchit à haute voix. On ouvre d'abord avec cette fausse entrée. La RDC entre le droit et les privilèges. Sekimonio, vous êtes parmi ceux qui nous rejoignent dans ce débat. On parle des PEM, de père et de mère, des demi-Dakar. On parle, il y a à manger, à boire, beaucoup d'agitateurs et beaucoup d'agités. Est-ce que c'est le moment de ce débat? Un faux débat? Non, c'est un débat qui doit se tenir lieu. Mais je pense que, quelque part, on a perdu l'essence de la discussion. Hein. Pour moi, être congolais, c'est un droit qui est défini par naissance, mais au Congo, c'est par la tribu, qui crée aussi un problème. C'est comme ça, vous avez les gens qui se disent de Minembwe et tout ça. Dans d'autres pays, c'est juste par naissance. Je dis, être président de la République, c'est un privilège. On ne doit pas confondre cela. C'est un privilège. Est-ce qu'on doit discriminer? Oui, on discrimine. On discrimine déjà les pauvres. Il faut avoir 100 000 $ pour être candidat président de la République. C'est déjà une discrimination. Mais est-ce qu'on doit garder ces privilèges-là seulement pour certains? Non. Je dis, il y a un autre danger qu'il y a en RDC. Pour préserver le privilège d'un individu ou quelques individus, on dit qu'on va mettre ce pays à feu. Non, on ne doit pas.
On ne doit pas. Le président, est-ce qu'on doit discriminer pour le poste de président? Oui. Je dis par ailleurs, juste un exemple, Kissinger. Kissinger, c'est lui qui a écrit l'essence, l'esprit de les relations internationales des États-Unis. Mais il n'a pas pu être candidat aux États-Unis. Pourquoi? Il n'est pas né là. Trump est plus bête que Madeleine Albright. Mais Madeleine Albright a, comment on appelle ça? Elle a contribué aux États-Unis. Mais la loi, c'est la loi. On doit savoir discriminer à la présidence. C'est un privilège qu'on doit octroyer à certaines personnes et ça n'a rien à voir avec l'amour. Donc il faut verrouiller. Il faut verrouiller parce que ça n'a rien à voir avec l'amour, ça a à voir avec la loyauté. Le président de la République c'est la personne qui peut envoyer des troupes se battre contre notre pays, même des attaques économiques. On doit être en mesure de savoir que ce président-là est loyal à la République, si quelques-uns peuvent dire patriote, pour être rassuré quand il engage les Congolais dans une bataille, il ne peut pas trahir. On doit verrouiller. Mais la discussion de la congolais, le terme, en fait, déroute même l'essence de la discussion. Doyen Yamba Yamba. Vous savez, j'ai une approche. Lorsqu'on pose les problèmes, il faut que ce problème soit ressenti pour qu'il devienne finalement un problème. Et vous voyez, les agitateurs et les agités semblent déjà promettre des lendemains difficiles. Je suis très inquiet. Je suis vraiment très inquiet parce que même lorsqu'on fait des discussions, il faut construire les priorités. Ce n'est pas le moment? Je ne pense pas. Je ne pense pas, même si c'est très important. Mais moi, je dis aujourd'hui, est-ce que cela est une priorité? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui exigent naturellement qu'on s'y engage et qu'on cherche des solutions plausibles? Certainement que je peux bien partager ce que disait tout à l'heure mon ami Seki Mogno, mais j'ai dit, est-ce que c'est le moment de poser ces problèmes? Aujourd'hui, nous avons une constitution. Est-il vrai, oui ou non? Non, le principe de base, c'est verrouiller davantage l'accès aux fonctions suprêmes du pays, les fonctions présidentielles. Vous savez, je suis très désolé, j'aurais pu dire sans objet. Je suis panafricaniste. Et comme panafricaniste, je vois que l'Afrique a toujours été unique. Elle a été saucissonnée sur base des intérêts des uns et des autres, qui ont construit une certaine animosité entre nous. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut rentrer dans la vision de la confédération, où on aura un État avec des petits États, mais qui construit essentiellement un État fédéral. Ça, c'est ma vision. Et que tout le reste, les pays frontaliers, tous ces pays de la région ou des régions ont des responsabilités de travailler ensemble dans le cadre des projets intégrateurs. Mais pour revenir, si on veut véritablement imiter l'Occident, parce que nous, on ne fait aucun effort pour innover, hein, parce que nous avons des héritages traditionnels pour lesquels nous aurions pu engager notre réflexion pour avoir notre spécificité de manière à articuler ça dans la Constitution et les lois de la République. Ça, ce n'est pas notre effort. Notre effort, c'est de répéter les droits gréco-romains ou les droits romano-germaniques. Et quand on aura fini de répéter ce qui se passe en France, ce qui se passe, je ne sais pas, en Belgique ou aux États-Unis, on aura tout dit. Moi, je dis non. Ah non, nous sommes africains. Et comme nous sommes africains, voyons ce qui peut véritablement nous aider, encore que l'agenda 2063. Cet agenda souhaiterait effectivement que les 5 dirigeants construisent des passerelles, mettent en place des synergies gagnantes pour que nous, en ayant 2100, on puisse nous propulser, n'est-ce pas, à un État fédéral ou les États-Unis d'Afrique. Alors maintenant, aujourd'hui, si on va travailler dans la perspective de pouvoir sélectionner, etc. On rentre dans la logique occidentale qui était une logique d'atomisation sociale, diviser pour mieux régner. Mais bon, que voulez-vous? Parce qu'on a la même constitution. Mais je me pose la question, est-ce que cette constitution n'a pas réglé un certain nombre de choses?
Alors, si cette constitution a réglé un certain nombre de choses, est-ce qu'on peut pouvoir parler aujourd'hui que ces problèmes ont ressurgi et que donc, parce que ça a ressurgi, il faut donc avoir un autre schéma opératoire. Moi, j'aurais aimé qu'on réfléchisse à la question pour se poser la question, pourquoi ces problèmes surgissent maintenant? Et pourquoi pas hier? Parce qu'on résout que le problème qui se pose. Or, est-ce que ça se pose aujourd'hui? Et tous ceux qui ont pris le risque, on l'a vu, hein, des gens qui ont postulé, etc. Je n'ai pas examiné leur nationalité, etc. Mais on en a connu ici. Hein. Et si nous estimons que ce n'est pas loyal, c'est que c'est criminel, ceux qui ont accepté véritablement cet engagement-là. Bon, moi je pense que nous sommes dans une situation C'est un africaniste. Je suis dans une situation où il ne faut pas aggraver la situation déjà précaire. Faisons des priorités et nous allons annexer la grâce pour notre pays. Alain Bolodjoa. Bon, moi entre le droit et le privilège, Norbert Yamba est dans sa peau d'africaniste qui va jusqu'à la suppression des barrières entre nations. L'Afrique doit rester. Apparemment, la logique des États-Unis d'Afrique, selon Kadhafi. Et Emmanuel Loukoussa, à Yaoundé, une conférence même est prévue la semaine prochaine à Yaoundé sur ça. Oui, je crois qu'il y a du bon dans ce qu'il a dit, surtout en ce qui concerne l'opportunité. Parce que personnellement, je me dis, pour qu'il y ait réforme, on doit d'abord commencer à faire un état des lieux, essayer de faire un diagnostic, essayer d'évaluer, et par la suite, quand l'évaluation nous amène à un résultat négatif, c'est en ces moments-là qu'on pourra réformer. La question de la nationalité, bien évidemment, a été abordée au niveau des Sun City, bien qu'avec beaucoup de faiblesses, mais la grande faiblesse n'est pas au niveau de qui doit être président, s'il doit avoir la double nationalité ou il doit avoir les deux parents congolais d'origine. C'était plutôt par rapport à l'exclusion de Congolais d'origine. Et donc, si on devait poser le problème, on devait chercher à résoudre le problème de Congolais d'origine qui se sont vus être exclus de la nation ou sinon de la patrie, tout simplement du fait d'avoir adopté une autre nationalité qui est une nationalité secondaire. C'est ça, en fait, mon problème. Mais si vous allez dans le débat actuel, vous allez vous rendre compte que ces problèmes-là que l'on veut mettre en exergue ne va rien résoudre, ou la question que l'on se pose ne va répondre à aucun besoin. Parce que le Congo, aujourd'hui, n'a pas besoin qu'on lui lance dans le débat du genre de père et de la mère. Non, le problème, c'est que déjà au départ, est-ce que vous voyez aussi un danger dans ça? Parce qu'apparemment, certains acteurs politiques qui se voient visés par cette, cette proposition de loi, ils commencent à agiter aussi leur milice à l'interne, à l'intérieur du pays. Bon, je crois Moutabazi a dit, il y en a même à cause des individus qui promettent de mettre feu à la case. Bon, en fait, le problème, effectivement, il y a ces débats-là, mais il y a quand même un petit souci. Parce que, déjà, en prenant l'article 72 de la Constitution, qui dit clairement, ne peut être candidat président que celui qui est congolais d'origine, notamment, au-delà de tout autre critérium. Être congolais d'origine, au regard de l'article 10, c'est-à-dire que quelqu'un, un Congolais, dont l'un des parents a la nationalité congolaise d'origine. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en nous lançant dans le débat de 50% de demi-Dakar, eh bien, on vient aujourd'hui relancer les débats qu'il y avait déjà à Sun City. Parce qu'à Sun City, nous avons eu ces débats et nous sommes résolus de privilégier le Congolais d'origine et nous avons défini autrement. Mais lorsqu'on va changer les dispositions de l'article 72, on doit impérativement changer les dispositions de l'article 10. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une priorité et je considère pour ma part que ceux qui s'agitent ont dans une certaine mesure raison, mais si on doit citer de noms, il y a des gens qui ne sont même pas concernés, d'autant plus qu'ils n'ont ni père congolais, ni mère congolaise, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas concernés. Je donnais, Moucha Galoussa, votre point de vue. Société civile,
vous êtes dans la course pour la plénière de la CENI. Oui, effectivement. La proposition de loi organique vient également d'être votée au Sénat en seconde lecture. Je vous donne l'information. Voilà. Vous êtes dans la course, mais vous pouvez quand même vous prononcer sur ce sujet. Il commence à diviser quand même. On sent qu'on agite, on a réveillé les démons. Les démons de quoi les démons des divisions et les démons divisionnaires. Tout à fait, Fabien, mais permettez-moi que je puisse m'acquitter d'abord d'un devoir. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu dans l'émission Ça fait débat. Je voulais saluer les nombreux téléspectateurs, mais je voulais également féliciter Télé 50, spécialement JMK, pour des innovations qu'on commence à voir chez Télé 50 avec la participation des différents notables des différentes provinces sur un certain nombre de questions et des enjeux du moment. Ça, j'aimerais quand même les dire clairement. Dans Focus. Voilà. Alors, s'agissant de cette question de la congolité, s'il faut dire ainsi, je crois que les compatriotes et mes collègues co-débatteurs viennent de le dire. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, est-ce que c'est le moment qu'il faut évoquer cette question pour le moment? On l'a déjà dit, nous avons donc des priorités au moment où il y a la question de la Covid, au moment où il y a la question de l'état des sièges, au moment où il y a la question des volcans, au moment où il y a la question de la famine, au moment où il y a la question d'autant de réformes. Est-ce que le moment est approprié pour qu'on nous amène un débat qui ne peut pas permettre la cohésion nationale, un débat qui n'apporte rien dans la consolidation de la nation à ce moment? Deuxième question qu'il faut se poser, mais il faut dire quand même que ne pas reconnaître que Tchani a le droit d'exprimer ses idées, ça devient aussi de l'intolérance. Et vous savez que nous, acteurs de la société civile, nous dénonçons toujours l'intolérance. Donc, nous disons que Tchani a fait sa proposition, il faut le lui concéder, il a exprimé ses idées, mais alors il est du droit des députés au niveau du Parlement qui peuvent se prononcer finalement sur cette question-là. Puisque même si Tchani en parle de plus en plus, tant qu'on n'a pas mené les débats là où ça doit être décidé, donc ce n'est qu'une réflexion qu'il est en train de mener et je crois qu'on ne peut pas se bousculer sur cette question-là. Mais dans le fin fond, j'ai souscrit à l'idée de mes compatriotes, il faut aller plus loin. Il ne faut pas parler d'ailleurs de la congolité, mais il faut parler plutôt de la double nationalité et de l'irrévocabilité de la nationalité d'origine. Voilà des questions sur lesquelles nous devrions réfléchir plus au lieu d'entrer dans des questions qui nous divisent. Parce que si on va plus loin, quand on regarde même les nations qui sont en train d'évoluer pour le moment, ceux qui ont dirigé ces pays-là, quand vous prenez les États-Unis, Obama, comme venez de le dire, il a la nationalité tout simplement parce qu'il est né aux États-Unis, mais son grand-père... Il est aussi d'une mère américaine. Il a parlé de Kissinger, qui n'a pas eu à postuler à la magistrature suprême, tout simplement parce que empêché par... Il n'est pas né aux États-Unis. Il n'est pas né aux États-Unis. Voilà. Donc, voilà autant d'éléments. Il faut qu'on mette tous ces éléments-là ensemble, qu'on puisse réfléchir et prendre quelle est l'option, quelle est la réalité qu'il nous faut pour notre pays. Je parle des États-Unis, je parle de l'Afrique du Sud. On peut aller ici à côté au Gabon, on peut aller en France, on peut aller ailleurs. Mais il faut voir quelle est l'option fondamentale qui va permettre à ce qu'il y ait la cohésion nationale. Qu'est-ce que ça va apporter en termes de la consolidation de l'État et qu'est-ce que ça va apporter en termes de permettre à chaque Congolais d'origine ou demi-Dakar qu'il apporte plus pour l'émergence du pays. Alors, ce n'est pas le moment, vous soutenez la société civile et que, selon vous, il y a des vrais problèmes qu'il faut poser, auxquels il faut trouver le solutionnement. Le problème de la double nationalité, le problème de l'exclusivité de la nationalité congolaise d'origine. C'est ça. Exactement. Voilà. Le problème n'est pas encore posé maintenant. Cham Baloumé, FCC, on vous écoute avant de passer à ce sujet justement de l'état de siège, force et faiblesse avant la décision du chef de l'État pour la prorogation, le quitus du Parlement étant donné, étant accordé. Monsieur Fabien Lumbala et Télé 50, merci encore une fois pour votre invitation. Merci. Parce que ça fait très longtemps, je pourrais dire une année ou 2 ans, que je ne suis pas passé dans cette émission Ça fait débat. Vous étiez dans la réserve stratégique. Évidemment, parce que, écoutez, après avoir légué ou donné le pouvoir, il fallait observer. Il ne fallait pas gêner, il ne fallait pas, évidemment, émettre des points de vue qui, dans ce sens ou dans l'autre, pouvaient déranger ceux qui sont venus gérer la chose publique au profit ou au bénéfice
du peuple congolais. Voilà. Aujourd'hui que nous nous rendons compte que les choses ne marchent pas comme on l'avait souhaité, alors ça nous donne l'occasion de repasser, redire ou évidemment marteler ou soutenir par nos propositions la gestion du pays. En ce qui concerne la question sur la congolité, je suis entré, moi-même quand je suis dans mon petit coin, je reste ébahi. Ça m'étonne que des gens prennent beaucoup de temps sur cette question de savoir qui doit être président de la République, qui ne doit pas l'être. Parce que moi je pense que la constitution de 2006 que nous a donnée Joseph Kabila, cette constitution a tout résolu. La constitution de 2006, si vous prenez le temps de lire article par article, page par page, c'est une œuvre humaine, certes, mais écoutez, cette constitution a tout prévu. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens devraient s'attarder sur des questions qui, à mon humble avis, visent seulement certaines têtes, certaines personnes? Qui est visé? Aujourd'hui, qui est visé? Écoutez, j'ai suivi celui qui a soulevé les débats, M. Noël Tchani, un grand économiste qui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est en train de s'attarder sur cette question, alors que nous avons beaucoup de problèmes économiques où il pouvait proposer, il pouvait donner des propositions et ça pouvait passer sans problème. Vous avez évidemment cette question qui ne vise que les gens comme les Katumbi, les Mouyambo, les quoi. Lui-même, il les appelle un groupe de métis. Hein, un groupe de... C'est pas normal. Nous avons des grands problèmes aujourd'hui qui demandent à ce que nous puissions nous concentrer. À ce moment-ci... Donc c'est un faux problème. À ce moment-ci... C'est un faux problème. À ce moment-ci, il ne faut pas exclure les uns, n'est-ce pas, pour s'accaparer des questions qui, en réalité, ne nous apportent rien. Merci. À ce moment-ci, il faut se concentrer sur des vrais problèmes qui rongent la société, qui nous remettent à genoux. Et je pense que la question sur la congolité, c'est un faux débat. Merci, Cham. On aborde le deuxième sujet. Voilà, état de siège, force et faiblesse, c'est Kimoniou. Juste introduction, 2 secondes pour dire ce n'est pas opportun. Je dis non, c'est opportun. J'aime la discussion qui soit basée sur le fait africain, africanisme, panafricain, on doit ouvrir les portes. Moi, je suis pour fermer les portes. C'est un débat idéologique. Des deux, vous ne comprenez pas l'implication socio-économique du chef de l'État. Il ne faut pas dire que c'est un des problèmes qu'on a, parce que le chef de l'État, c'est lui qui engage beaucoup de structures. Et on doit se dire aussi, peut-être la question qui embête aujourd'hui, c'est une question de loyauté. Peut-être le sous-bassement, c'est la loyauté. Mais c'est pour dire que ce n'est pas une question opportune qui ne va pas résoudre le problème. Non, je dis, on doit en débattre aujourd'hui pour régler certains problèmes dans le futur. Sur l'état de siège, je dis une chose. Force et faiblesse. Je dis, la faiblesse, c'est ceci. Vous ne commencez pas par les forces? Non, je commence par la faiblesse pour dire la force. Permettez-moi. Je dis, la faiblesse, c'est quoi? On a les groupes de protection, tout ça, qui étaient les Maïmaï, qui disaient qu'ils allaient protéger la population. On a le Rwanda, le Burundi, tous ces voisins de l'Est, qui sont habitués à opérer en RDC d'une façon clandestine. Mais est-ce qu'avec l'état de siège, il y aura la transparence? Est-ce que tous ces Maïmaï, qui étaient au début de forces de protection, c'est devenu des forces économiques dans les mines, est-ce que cet état de siège peut donner une certaine raison pour que tout le monde change d'avis? Je ne pense pas. Parce que l'état de siège et la vision ou comment on l'a cadré, c'est beaucoup plus éliminer les forces négatives. On parle des forces rebelles, on parle de ci, on n'a pas parlé de la situation économique qui se vit à l'Est. Je dis, ce qui est sa force, c'est plutôt qu'on a amené un nouveau interlocuteur. Ça veut dire, quand vous voyez à l'Est, il fallait, comme je dis, défragmenter le tribalisme qui existe. Quand vous allez, par exemple, au Nord Kivu, on parle de scission, il y a certaines lois qui, je vais même oublier la loi, qui interdit, par exemple, le Hutu d'aller au Grand Nord. Et il y a un Indé qui, quand il achète une ferme à Rutshuru, on le regarde
de mauvais œil, le président de l'Assemblée, mais avec le nouveau gouverneur qui est neutre, ça permet que tous ces groupes trouvent un interlocuteur qui n'est pas bias de présenter leur cahier de charge. Ça importe, ça injecte une certaine notion de confiance en soi où tout le monde est égal. Un gouverneur non originaire localement, mais encore c'est un militaire. C'est un militaire, ça fait que maintenant tous les autres partis peuvent se présenter à lui avec un cahier de charge et avoir un certain niveau de degré de confiance. Mais quand vous avez l'arbitre qu'on accuse déjà d'être parti pris, c'est qui fait qu'il n'y avait pas un sentiment de confiance. Nyiragongo, son volcan, se sont invités dans l'état de siège. Moralité, les soi-disant bocoleurs ou éleveurs des groupes armés, entre guillemets, sont allés rejoindre le coin pour, voilà, tout ça. Est-ce que Nyiragongo a affaibli l'état de siège et a compromis les résultats? Norbert Yambayama. Merci beaucoup. Je voudrais, parce que j'ai entendu dans les couloirs ici, dire que lorsqu'il y a des réformes, si ça fait du bien au président Tshisekedi, il accepte, il laisse faire, et si ça ne lui fait pas bien, donc on engage les réformes. Et là, je voudrais rejoindre naturellement mon ami Chagaloucha, qui disait que Tchani, c'est un ancien candidat président de la République. Il a un projet, il a un agenda, il a une offre politique. De son droit, en tant que citoyen responsable, de brandir ses propositions sur la place publique. Le faire, ce n'est pas un crime de lèse-majesté, bien au contraire. On a besoin que ces différentes propositions soient faites. Certainement que je ne voudrais pas me poser la question sur l'opportunité et la période, etc. Mais ça reste une question de fond qui rentre naturellement dans ces différentes propositions. Alors, ce que je voudrais dire par rapport et terminer par rapport à cette question, c'est qu'il faut qu'on arrête d'aller dans les débats des caniveaux ou des quartiers autour de la responsabilisation de l'IDPS comme robotisant, n'est-ce pas, la personne de Tchani. Il n'a jamais été question. L'IDPS ne manque pas de gens intelligents. Fut-il économiste, fut-il juriste, il y en a à Gogo, il y a toute une banque de données. Et si on veut véritablement engager des réformes, il y a des hommes et des femmes, il y a des commissions à l'intérieur de l'IDPS qui peuvent faire ce travail-là. Et ce que fait Tchani, ça relève véritablement de sa citoyenneté. Je voudrais également apaiser mon ami du FCC, en fait, qui dit qu'on a donné le pouvoir. On ne donne pas le pouvoir. Il y a alternance. Et c'est que quelqu'un part, quelqu'un qui a échoué et quelqu'un qui a gagné, etc. Et donc, on n'a pas donné le pouvoir. Certainement que la paix n'est pas seulement l'absence de la guerre. Et la paix, ça prend beaucoup de dimensions. Mais pour revenir à votre question, l'état des sièges, moi, ça me fait un tout petit peu choquer parce que lorsque les gens pensent qu'on a pris l'état de siège, parce simplement parce que, bon, c'est une manière de faire. Ah non. On sait bien qu'on a commencé par une série de mesures, non? N'est-ce pas, autrefois, il y avait 11 000 militaires à l'Est, à Béni, mais on est parti de 11 à 21 000 militaires. N'est-ce pas, il y avait des états-majors à Béni. On a dit non, il y a complicité, ben écoutez, il faut changer. On en a changé, non? N'est-ce pas, il y avait un problème de solde. On a donné les soldes, on a payé les soldes. Il y a eu un problème de rinquinquer véritablement les équipements militaires. Et c'est ce qui a été fait. Mais malheureusement, ce n'est toujours pas terminé, ces tueries, etc. Qui rentrent dans la logique d'une guerre asymétrique, d'une guerre non conventionnelle. Alors on se dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen, pour la rapidité et l'efficacité de l'action, responsabiliser les militaires? On est en train de tenter une expérience avec les militaires, dont on croit avoir une puissance additionnelle pour amener plus de solutions par rapport à la question. Et donc, ces militaires-là, ils n'ont pas encore fait 2 mois. Certainement que lorsqu'on veut analyser le volume d'actions réalisées,
par rapport à la situation antérieure, on est en train de dédramatiser. Certainement qu'il ne manquait pas des incursions. Ça, c'est évident, mais ça ne peut pas se terminer. Quelque chose qui a été boutiqué pendant 18 ans, on ne peut pas la terminer en 1 minute ou en 2 jours. Mais on voit comment on est en train de quadriller. Mais croyez-moi, nous sommes dans une logique asymétrique. Demain, on ne sait jamais, on va y mettre un peu plus d'intelligence, on va y mettre un peu plus de stratégie. On est en train d'avancer lentement, mais sûrement. Alors maintenant, faiblesse. Certainement que vous dites qu'il faut ressortir ça pour permettre à l'autorité de décider davantage. La faiblesse, je ne sais pas, jusqu'à preuve du contraire, il faut leur donner le temps, il faut laisser le temps au temps. Mais la question que vous parlez de volcan, Nirangongo est venu certainement aggraver la situation déjà précaire. Mais ce qui est plus important, c'est que la situation est sous contrôle. Il y a eu des mesures urgentes et qui ont été prises dans la perspective de pouvoir décrisper la situation. Aujourd'hui, sincèrement, par rapport à ça, les mesures ont été prises. Vous pouvez vous rappeler, semble-t-il, parce que les gens reviennent sur l'observatoire, etc. Or, les gens même ne font pas l'historicité de la question. C'est très clair que les études qui ont été faites dans les 100 ans ont démontré que chaque 30 ans, il y a résurgence, n'est-ce pas, de cette éruption n'est-ce pas, volcanique. Mais pour le cas de cette fois-ci, au moment où on attend 30 ans, on est à 25 ans, et nous avons un avorton, ce qu'on appelle un volcan, une éruption prématurée. Certainement qu'il y a eu des petits soucis avec les équipements, le paiement, des experts, etc. Mais le gouvernement antérieur endosse la responsabilité par rapport à ça, parce que c'est le gouvernement antérieur qui n'avait pas le cœur dans l'ouvrage, ça c'est évident, et qui a beaucoup gelé un certain nombre de choses, et qui n'avait pas l'efficacité au niveau de l'action, il n'y a pas eu efficience. Et donc, mais aujourd'hui, on ne va pas nous rappeler de ce qui est de la lenteur et de l'inefficacité du gouvernement antérieur. Les décisions ont été prises, il n'y a même pas plus de 35 jours. Et voilà, on est en train d'avancer. Mais il faut encourager. A permis quand même à Alain Bolodjoa, aux différents acteurs de rejoindre le coin, l'est du pays, alors que le président de l'Assemblée nationale avait dit quittez les groupes armés, désolidarisez-vous des groupes armés, sans nommer les beaux colleurs de ces groupes armés. Alain, force et faiblesse de l'état de siège. Bon, moi, je crois qu'il y a plus de faiblesses que de points forts. Parce que s'il y avait plus de points forts, on allait sentir l'amélioration de conditions là-bas. On continue à dénombrer les morts et nous sentons qu'il y a effectivement beaucoup de faiblesses. Il n'y a rien qui a changé en bien. Non, mais j'ai dit, il y a plus Depuis de faiblesses. l'arrivée des administrateurs des territoires militaires, des maires, gouverneurs. Il y a plus de faiblesses justement parce que ceux qui ont pris cette grande décision n'ont pas pris le soin d'analyser en profondeur la question. Et aujourd'hui, vous avez compris, quand mon aîné Norbert Yambamba a pris la parole, il a tout simplement dit en résumé, si je peux le paraphraser, c'est par essai-erreur. On essaye, si ça va tenir ou pas. Mais ça, c'est votre interprétation. Non, mais j'ai paraphrasé. Voilà. C'est-à-dire que pour lui, c'est par essai-erreur. Essayons, s'il y a des évolutions, eh bien, on peut faire des adaptations. Ça, c'est gravissime, ça. Parce que quand on avait commencé, on a augmenté le nombre du personnel militaire de 11 000 à 22 000. On pensait qu'on allait trouver la solution. Quand on a pensé à faire entrer les troupes armées extérieures pour renforcer, c'est justement par essai-erreur. Et quand on prend la décision de l'état des sièges, on constate qu'effectivement, il y avait beaucoup de faiblesses. De faiblesses déjà sur le plan d'identification de l'ennemi. Ça pose problème. Jusque-là, on ne sait pas. L'état des sièges, oui, mais nous combattons contre qui? Jusque-là, on n'arrive pas à identifier l'ennemi. Il y a aussi un problème de la maîtrise, de la stratégie et des tactiques de l'autre. Parce que généralement, quand on nous parle de cette question, on nous dit non, c'est une guerre asymétrique. C'est bon. Mais quelles sont les stratégies que nous mettons en place
pour nous adapter à cette réalité. Parce que lorsque vous êtes en face d'une guerre asymétrique, on parlerait du terrorisme. Est-ce que depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, a-t-on appris qu'il y a des unités spécialisées formées pour s'adapter à cette réalité-là? Je ne sais pas s'il y a des unités spécialisées qui ont été formées et qui ont été envoyées. On prend toujours les mêmes personnes avec la même stratégie. Vous envoyez des militaires avec des chars pour résoudre la question de la guerre asymétrique. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un problème. Il y a un problème aussi par rapport à la mise en place du plan opérationnel. On nous dit non, voilà, on doit mettre en place une administration militaire. C'est bon. Mais quelles sont les passerelles de collaboration entre le personnel civil et le personnel militaire? Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. C'est-à-dire qu'on nous a lancé dans l'incertitude. Parce qu'en réalité, on devait avoir une loi qui va résoudre déjà le problème de conflit de compétences. Et au finish, pour terminer, la question financière. Quel est le budget? Peut-on prendre le risque aujourd'hui de considérer que ceux qui sont là ont le moyen nécessaire? S'ils ne l'ont pas, ce qui veut dire qu'on veut nous vendre du vent, et au finish, on va se rendre compte qu'on va continuer à dénombrer les morts. Voilà pourquoi nous disons, la meilleure manière de faire les choses, c'est de bien planifier. Lorsqu'on planifie bien, on peut se garantir du résultat. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultat. Merci Alain Bolodjoa. Dieudonné Moucha Galoussa, objectivement, vous êtes société civile et notable du Sud Kivu, où il y a aussi beaucoup de groupes armés issus de tribus et de clans, c'est ça. Chaque tribu a aussi ses groupes armés, mais la situation est différente du Nord Kivu, des Lituri. Objectivement, comment analysez-vous la situation depuis que l'état d'urgence a été décrété, force et faiblesse? Tout à fait, Fabien. Vraiment, objectivement et au-delà des émotions et des sentiments et des intérêts divergents ou convergents, il faut dire que nous avons, en toute objectivité, salué l'option qui n'avait pas encore été expérimentée en termes de mettre fin aux différentes tueries, aux massacres et à la guerre à l'Est. Nous avons salué le fait que le chef de l'État a décidé de décréter un état de siège dans ces deux provinces où il y a recrudescence tout le temps de ce que nous venons de décrire. Ça a été déjà dit, vous avez beaucoup salué. Non, nous devons encore le dire. Quand les choses sont bien, il faut le dire ainsi. Cependant, Bolodjoa vient de dire qu'il y a un certain nombre de choses ou un certain nombre d'éléments sur lesquels on n'a pas pris compte. Notamment en ce qui concerne la loi qui devrait réglementer cet état de siège. Mais depuis que ça a commencé, objectivement, vous êtes sur le terrain, société civile. Est-ce qu'il n'y a pas des avancées notables? Effectivement, quand on a pris cette décision ou cette ordonnance de mettre l'état de siège, on n'a pas tenu compte d'un certain nombre de paramètres. Notamment, on n'a pas associé les acteurs clés ou les acteurs sociaux ou les acteurs économiques en amont avant de décider sur cette question-là. Ce qui fait que je peux vous le dire aujourd'hui, en toute objectivité, je pense que ceux qui entourent le président de la République ne sont pas en train de l'aider pour que cet état de siège puisse réussir parce qu'il est en train d'échouer. D'autant plus que... L'état de siège est en train d'échouer. Oui, l'état de siège est en train d'échouer à l'Est. En train d'échouer pour quelle raison? Je vais le démontrer. Oui. Mon compatriote et collègue de la société civile, même s'il a déjà traversé, Norbert Ambaba, il sait que nous disons... C'est un ancien de l'UDPS. Nous disons... Depuis 83, vous êtes un jeune homme, tu es venu, tu m'as trouvé. Je suis un doctrinaire société civile, mais j'ai un engagement politique. Merci, oui. Norbert. Bon, je comprends, mais la vérité, c'est que depuis qu'on a installé l'état de siège, l'espoir que ça a donné, tout ce qu'on est en train de croire que ça va apporter, ça va diminuer les tueries, jusque-là, on ne sent rien. Mais vous êtes notable du coin. Pourquoi ceux qui envoient les enfants dans les groupes armés ne vous écoutent-ils pas? Effectivement, parce qu'on n'a pas tenu compte de l'aspect pluri-acteur de ces contrées-là. C'est-à-dire qu'on devrait associer et les acteurs de la société civile, mais qui peut me défier aujourd'hui que quand on a décrété l'état de siège, quel est l'acteur de la société civile à qui on a fait appel ou qu'on a associé pour dire nous sommes en train de faire ceci, nous voulons arriver à cela? On a pris la question seulement... Donc on doit chercher tous les pyromanes et les sapeurs-pompiers pour dire, pour qu'on fasse la paix, on doit vous associer. Non, je suis en train de faire le constat, Fabien, et je pense que ceux qui aiment les chefs de l'État, ceux qui veulent voir cette affaire réussir, doivent dire la vérité. On n'a associé personne en termes de ceux qui maîtrisent bien cette question sur terrain, que ce soit des acteurs politiques de ce coin-là. La preuve est que je dois le dire en toute franchise, on sent au niveau du gouvernement, on ne sent rien.
On ne sent rien en termes d'engagement du gouvernement. Les ministres de la Défense, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Les ministres sectoriels, même ceux qui viennent de l'Est, qui devraient s'impliquer dans la réussite, qui savent les réalités de ces milliers, qui savent des journalistes, qui savent des investigateurs, qui savent des acteurs clés. On ne sent rien. Même nos propres délégués qui sont au sein du gouvernement. Cet état de siège, il semble que ça vous a... ça a arraché à beaucoup de gens les beefsteaks de leur bouche. Il faut voir la réalité. Enfin, j'ai dit même les ministres sectoriels, on ne sent pas comment est-ce qu'ils sont en train de mobiliser les gens pour accompagner effectivement l'état de siège. Alain Bolodja vient de dire, les autorités civiles et les autorités militaires, quelle est la passerelle qu'on a prévue et comment on a prévu les entretenir. Et donc, il faut prendre en compte toutes ces réalités-là et il fallait un desk fort qui doit réfléchir sur les avantages effectivement de ceux-là à qui on a levé l'idée. Président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, en intelligence avec ceux qui massacrent ses compatriotes, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui voulez que tout le monde soit associé? Non, je pense qu'il faut dire la vérité. Et cette vérité, celle-ci, on n'a pas bien réfléchi, on n'a pas pris en compte beaucoup d'éléments et de paramètres pour que l'état de siège puisse réussir. Et c'est le fait qu'il est en train de jouer. Parce que depuis qu'on a décrété l'état de siège, même si c'est 1 mois et demi, même si c'est 2 mois, on ne sent pas la différence. Il y a toujours des tueries. Et je vous informe parce que, nos collègues... Ça n'a pas diminué quand même? Nos collègues qui font le monitoring en matière de droits de l'homme, les tueries ont augmenté plus. Au moment où je vous parle, la partie Ituri est occupée par l'armée ougandaise qui dit... elle est venue sécuriser des gens qui viennent réparer les routes. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Puisque au même moment où on parle de l'état de siège, il y a l'occupation réelle des Ougandais sur notre territoire. Monsieur Baloumé. Et malheureusement, avant que... Non, le timing. Monsieur Baloumé, si Tshisekedi Tshilombo réussit à travers l'état de siège à mettre fin aux groupes armés et laisser pacifier, vous avez suivi les cris, ne parlez même pas des élections en 2023. Apparemment, il faut que ça échoue pour que l'adversaire politique soit pris dans ses propres pièges. Monsieur Fabien Lumbala, la fin justifiera les moyens. Vous savez que moi, ça me fait très mal, parce que je suis du coin, je suis du Nord Kivu, que ma province soit prise comme une province pilote, une province d'essai. Il n'y a pas que Saya Ituri. Écoutez, je parle du Nord Kivu parce que vous allez vous rendre compte qu'en politique, n'est-ce pas, où la politique poursuivie, c'est d'abord d'essayer de voir si les gouverneurs non originaires donneront du tonisme. C'est là, on essaye. Parce que quand vous prenez, vous dites que voilà, on a fait l'état de siège au Nord Kivu, parce qu'on voulait résoudre un certain nombre de questions. Faux. Déjà, le Nord Kivu, notre Nord Kivu, est la province la plus militarisée des 26 provinces. Donc, on n'avait pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir un gouverneur militaire pour que des stratégies changent sur le terrain ou que quelque chose soit donné en plus sur le terrain. Parce que les militaires déjà qui sont là-bas, on a parlé de 11 000 à 22 000. Vous vous rendez compte? Donc vous êtes contre, s'il vous plaît, vous êtes contre le changement de ces militaires dans les zones d'opération? Je suis contre. S'il vous plaît, vous êtes contre la nomination des maires et des AT, administrateurs de territoire militaire ou même gouverneurs. Vous êtes contre, justement, la mutation parce que cette affaire rafle les beefsteaks. Mais c'est pas bien. Mais c'est Fabien. Au fils du Nord Kivu. Donc c'est ce que vous voulez dire. Ces administrateurs de territoire qu'on remplace par les militaires, déjà, est-ce qu'ils avaient une décision sans qu'elle ne soit influencée par les militaires? Aucunement pas. Tout ce qui s'est fait en territoire de Béni, tout ce qui se prend comme décision en province du Nord Kivu, était, avant l'état de siège, donc était toujours influencé par... Parce qu'évidemment, il y avait la volonté de contribuer pour la paix. L'autorité civile qui était ici... Qui massacre massacre au Nord Kivu? Écoutez, il faut me laisser... Non, je pose une question. Moi, j'ai aussi le devoir de poser des questions de relance. Qui massacre au Nord Kivu? Je devrais finir, n'est-ce pas, à raconter le point qui ont été abordés par mes co-débatteurs. Mais maintenant, permettez que je pose des questions. Qui massacre dans le Nord Kivu?
qui massacrent écoutez, nos frères. de hors-la-loi massacre au Nord Kivu. De hors-la-loi, c'est qui? Mais des hors-la-loi, ce sont des hors-la-loi. Alors, Vous avez besoin, ce sont des hors-la-loi. Alors, je voudrais ici souligner le point, la plus grande faiblesse de cette décision de la mise en place de l'état de droit, c'est la faiblesse diplomatique. C'est l'état de siège. L'état de siège, excusez-moi. La faiblesse diplomatique. Vous avez la province de l'Ituri qui a une frontière avec les Soudan du Sud, mais aussi avec l'Ouganda. Vous avez le Nord Kivu qui a une frontière, une limite avec l'Ouganda, mais aussi avec le Rwanda. Dites-nous, comment vous voulez trouver des solutions à l'insécurité au Nord Kivu sans faire contribuer, sans faire participer le Rwanda? Parce que nous sommes de là. Donc vous êtes Écoutez, le porte-parole de Kagame qui soutient éventuellement que l'armée rwandaise intervienne. Vous voulez trouver des solutions à l'insécurité à Beni sans faire participer l'Ouganda? Écoutez, je vais revenir. Les richesses qui sont pillées passent par quel pays? Je vais revenir sur des propos de Nicolas Sarkozy lors de sa visite ici, que le Congo sera toujours un pays instable tant que ce pays, n'est-ce pas, n'associera pas ses voisins. Ne nous amenez pas Sarkozy comme un modèle, un discours. Non, je la vision de propriétaires terriens. Écoutez, et qui amène la confusion. S'il vous plaît. Non, vous m'arrachez la parole pour la donner à Oui, c'est la vision des propriétaires terriens du Nord Kivu qui accusent tout le temps le Rwanda, mais qui est en complicité qui sont en complicité avec les sous-traitants de la sous-région. Et qui visiblement, quand on veut véritablement le booster dehors, et donc il revient pour dire non, négocier avec eux. Nous sommes en train d'aborder les vrais problèmes. Monsieur Baloumé. Est-ce que je peux donner un autre son de cloche? Parce que je suis aussi du Nord Kivu. Monsieur Moutabassi, dites-nous, le discours tenu par Kagame en France, apparemment il est relayé ici pour mettre fin à l'insécurité. Mais sous Joseph Kabila, on a fait appel au Rwanda. Et les résultats, vous les connaissez? Je veux dire ceci. Moi, je suis aussi du Nord Kivu. Je suis du Nord Kivu. Et nous sommes Congolais. Pour donner un certain aspect de ceci. Je voulais dire ceci. Tous les systèmes sont essais et on essaye. Essai-erreur? Non, c'est essai. On essaie partout. Il n'y a aucun projet établi où c'est garanti. Ça va réussir. Partout. Tout est essai. Je veux d'abord dire ça. Quand ça réussit, c'est que ça réussit. Quand il y a une erreur, on apprend de cela. De deux, je suis du Nord Kivu. Dire qu'on ne peut pas résoudre le problème du Nord Kivu, on doit impliquer le Rwanda et l'Ouganda. Ça me touche, moi, personnellement. Je dis, Monsieur Baloumé, on est un État grand. Il faut comprendre les sentiments, certaines relations à l'Est. J'essaie de me calmer parce que je me suis dit, c'est pas normal qu'on dise, pour résoudre un problème au Congo, on doit amener le Rwanda. Le problème, moi je dis pourquoi ça a été le point fort de l'état de siège, c'est celui-ci. Si on n'avait pas utilisé l'état de siège au Nord Kivu, le status quo ne permettait pas même de bouger d'un centimètre la paix. Une opportunité, une vision de paix. C'était tellement tribal. Le Nord Kivu est une des provinces les plus tribales divisées. Vous pensez, on a coupé le Kivu en 3. Et maintenant, certains veulent couper le Nord Kivu en 2. Il y a des lois qui permettent pas un Mouchi, un Chi peut aller à Beni, pas un Hutu. Un Nandais, s'il achète un champ à Rutshuru, on est fâché. On avait besoin d'un interlocuteur, pour recadrer, pour un peu appuyer. Donc un gouverneur militaire. Un militaire ou non militaire. Le problème que moi j'ai, c'est ceci. Si vous allez à Beni, je dis le vrai problème qu'on devait faire, l'offensive, ça devait être économique. C'est la différence que moi j'ai. Je dis non, il faut une offensive économique parce que le vrai problème de l'Est, le vrai problème du Nord Kivu, c'est la pauvreté. C'est la bataille des ressources qui sont limitées. Il y a aussi des sentiments qui sont primitifs, tribales. Les sentiments primitifs qui enflamment la situation. Donc, l'état de siège
a déjà échoué ou va échouer parce qu'on n'a pas impliqué le Rwanda et l'Ouganda. Moi je dis non. Il faut la diplomatie. Non, je dis on peut recadrer avec le temps. Mais dire qu'on doit amener le Rwanda, le Burundi, non. Parce que le grand problème, est-ce qu'ils seront transparents? Ils sont habitués à faire des choix clandestins. On doit arranger et dire le vrai problème, c'est quoi? C'est un problème de pauvreté. Voilà. Nous abordons... oui, vous allez y aller. 30 juin, ça sera spécial à Kinshasa, parce qu'après le tour de reliques de Lumumba, Shila Tembo dans le Haut-Katanga, éventuellement Lumumba-Ville dans le Sankuru, ça sera donc le point de chute. L'échangeur délimité place Lumumba pour des obsèques. Et c'est lui qui le fait. Ce n'est pas un lumumbiste, mais c'est plutôt un tshisekédiste. Bon, dites-nous concrètement, Norbert Yamba, rédemption ou opération de séduction de Félix Tshisekedi, une séduction aux lumumbistes et aux Congolais. Je voudrais vraiment saluer tous les intervenants. Vous m'avez appelé, j'ai accepté. Oui. Surtout, Parlez. Tu progresses de manière sensible. Mais il a estimé que j'étais en train de parler des CRR, même si le professeur Sekimonyo a dit que tout passe par l'erreur. Il faut commencer de l'utopie, et puis on monte, on rectifie, on fait la rétroaction, et c'est tout un processus. Ça, c'est la première précision. Deuxième précision, que la solution, elle doit être toujours complexe. Il n'y a pas une décision sectariste. Il y a une imbrication incidentielle entre plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. De même moment qu'on parle de l'augmentation des militaires, au même moment on parle de solde des militaires, au même moment on parle de changement des états-majors, au même moment on fait les renseignements pour savoir identifier des endroits stratégiques, sensibles, etc. Et quand on met en place un état de siège, cela ne veut pas dire qu'on remet en question toutes les décisions qui ont été prises antérieurement. Donc, il y a une complexité des décisions qui sont en itération dynamique. Je voudrais également dire qu'on n'a pas fait l'identification de l'ennemi. Oui, bon, c'était très clair. Hein? L'identification de l'ennemi, on dit que c'est une guerre non conventionnelle. La preuve, c'est qu'on tue des gens, etc. Mais croyez-moi, c'est une guerre... qui relève ceux qui tuent selon Balomé sont les hors-la-loi. Les hors-la-loi sont extérieurs ou intérieurs. C'est la grande question. Il y a une convergence d'intérêts autour de 3 acteurs importants. Il y a d'une part les vautours internationaux, parce que Balomé n'en a pas dit, des vautours, des multinationales, etc., qui ont besoin de notre coltan. Nous en avons 80%, et c'est basé au Nord Kivu. Hein, c'est un lien stratégique. 80% des réserves mondiales. Et ces vautours ont besoin naturellement de ces minéraux-là. Ils trouvent des relais au sein de la sous-région, les gens avec qui il estime qu'il faudrait quand même qu'ils soient consultés. On doit les consulter, c'est vrai qu'il faut faire la paix, qui deviennent des sous-traitants. C'est pas pour rien qu'au Rwanda, aujourd'hui, il y a une usine de raffinage de coltan, il y a une usine de transformation de l'or. Ils n'ont même pas une graine, même s'ils en ont, mais pas suffisamment pour avoir une usine de raffinage. C'est très clair que cet or vient du Congo et ils ont intérêt naturellement que l'insécurité se consolide. Je m'excuse beaucoup. Et le troisième compartiment, ce sont des Congolais. Il faut aller à Béni, hein. J'y étais au mois d'avril. Il faut aller à Butembo, il faut aller à Goma. Vous allez voir hein, l'émergence d'une élite économique, fondamentalement, mais il y a une distanciation avec les petits peuples, dont le professeur estime qu'il faut arranger la question économique, en fait. Mais il y a des gens qui sont d'accord pour qu'on continue naturellement cette insécurité parce qu'ils tirent des dividendes, ils ont des petits gamins qui sont des trésors artisanaux, qui les ramènent et qui constituent véritablement des richesses aujourd'hui. Je voudrais dire que actuellement, certainement qu'il n'y a pas encore cette loi qui a été évoquée par Mouchagaloucha, mais allons dans le sens... dans la loi de la survivance des décisions compatibles à la révolution. Ça existe sur le plan de la théorie de la complexité. Et donc, on a pris des décisions. L'administrateur du territoire, il remplace le civil. Le gouverneur militaire, il remplace le civil, mais la loi est là. La loi sur la décentralisation, elle est là. La constitution, elle est là. Ah ben oui, je m'excuse beaucoup, mais je ne sais pas. La loi sur la décentralisation, mais on met en place, à un moment donné,
Les institutions qui ont été incapables de trouver solution, en situation un peu au frigo, pour expérimenter l'efficacité véritablement des nouvelles autorités. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en train véritablement d'avancer. Je termine en disant que, chers frères, il faut me donner un peu du temps. Vous avez, il y a le FCC, il y a une triangulation qui constitue une sorte de solidarité par genre. Non, je connais Moussa Galoucha. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Il a dit que moi j'ai traversé. Je suis parmi les hommes les plus crédibles de la République. Personne ne m'a jamais vu dans un bureau d'un homme politique en train de chercher quoi que ce soit. Mais je connais mon frère. Hein? Je connais ce qu'il fait, ses actes, etc. Bon, pas d'attaque personnelle. Non, parce qu'il a dit qu'il a... J'ai traversé. Et pourtant, il aurait pu me respecter. Il a parlé. Hein? Il aurait pu me respecter. Il faut avoir des hommes un peu crédibles dans le pays. On ne peut pas les chambouler comme ça. C'est pas bon. Quand vous avez un homme qui a plus de 60 ans aujourd'hui et qui est resté sur son coin et qui continue à vivre sa vivre de la politique. Vous êtes délit de PS? Oui, je suis délit de PS. Alors depuis. Donc, moi, je n'ai pas traversé. Je voudrais... Voilà. Je voudrais, dire qu'il n'y a pas des ONG des droits de l'homme qui ont donné des chiffres où on voit les volumes, etc. Non. Voilà cette ONG de droits de l'homme qui est allée faire la comptabilité sur le terrain. Nous terminons. Donc aujourd'hui, c'est très clair que tout compte fait, toute comptabilité faite, le chiffre de tuerie est revu à la baisse. Et donc, ce n'est pas pour autant que nous devons nous réjouir, nous devons nous battre pour qu'effectivement que les choses changent. Certainement que mon ami qui parlait de Sarkozy, peut-être qu'il a été très mal interprété, je continue à croire que, comme panafricaniste, qu'il existe des choses pour lesquelles nous pouvons travailler ensemble avec les voisins. Regardez le gaz méthane qui est exploité dans le lac Kivu. Ça fait beaucoup d'argent. Non, je ne peux donner plus la parole. Oui. Et le Rwanda est en train d'exploiter ça. On aurait pu avoir un projet intégrateur. Et ce n'est pas le professeur Sekimonyo qui peut me contester par rapport à ça. Et moi, j'ai toujours dit que dans les régions ou dans les sous-régions, il faut des projets fédérateurs. Et si on a des projets fédérateurs, c'est cimenté par des intérêts économiques et on va se respecter mutuellement. Est-ce que la question de la 60 n'est pas... Bon, vous avez dit que je ne vous accorde plus la parole. Non, cette question-là doit être répondue. Oui, Bolonjoa, 31, ça sera spécial. Séduction ou rédemption, parce que quand même, Lumumba va connaître les obsèques à travers ces reliques. Bon, je crois que, bien que je voulais intervenir sur la deuxième question, mais je voudrais plutôt dire par rapport à cette question-là. Non. Oui, j'évolue. S'il vous plaît. Oui, j'évolue. Je me dis, cette question relance plusieurs débats à la fois. Moi, je considère Lumumba comme un modèle. Quelqu'un qui s'est battu pour la République, qui a été tué parce qu'il défendait la République. La moindre des choses, avant d'enterrer ce que vous appelez relique, il fallait d'abord procéder par un procès. Parce que vous risquez d'enterrer un criminel. Il a été jugé par les centres d'intérêt. Il a été tué par les centres d'intérêt et vous vous précipitez à aller l'enterrer. Et là, je ne sais pas si ce sont ces vrais dents, mais ce qui est vrai, la procédure est la meilleure, serait d'abord d'ouvrir un procès. S'il faut la quitter et par la suite l'enterrer et probablement ouvrir un autre procès pour sanctionner ceux qui l'ont tué. Parce que vous avez dit ici que dans la démarche de M. Félix Tshisekedi, il voulait assez que le roi des Belges vienne ici. Mais c'est la Belgique qui a tué Lumumba. C'est la Belgique qui a tué Lumumba. Et parmi les responsables au niveau local, il y a le père fondateur de l'UDPS. Nous ne pouvons pas accepter qu'on humilie Lumumba à ce point. Vous l'avez laissé être tué comme un crapaud et vous venez aujourd'hui pour nous dire non, voilà, nous voulons l'enterrer. Vous n'avez pas le droit de l'enterrer. Ça, c'est simple. Lumumba sera enterré par les Lumumbistes, pas les Mobutistes. Tshisekedi, c'est un Mobutiste
ils ont participé dans tout ce qui s'est fait, nous ne pouvons pas accepter. Tout à fait, Fabien. Je Je vois qu'il ne reste plus que 30 secondes. Je voulais quand même dire que mon souci permanent, c'est toujours d'amener la paix et de contribuer à la restauration. Ne parlez pas de vous-même, nous parlons des 30 juin. Donc, par rapport à l'état de siège, tout ce que nous sommes en train de dire... Non, reliques de Lumumba, s'il vous plaît. Ok, pour parler des reliques de Lumumba, donc, il faut dire seulement 2 éléments. Le premier élément, c'est que nous sommes d'accord qu'il faut effectivement concilier, s'il faut dire ainsi, le peuple avec l'histoire. Parce que beaucoup de jeunes ont appris Lumumba et tout. On ne parle pas de qu'est-ce que ça devrait être fait après sa mort. Et ce qu'on vient de prendre comme disposition d'enterrer ces reliques, il faut saluer ça. Et ça permettrait à ce que les gens peuvent venir en pèlerinage ou aller visiter ou ceci ou cela. Non, s'il vous plaît. Non, j'y arrive. La volonté d'abord, il faut dire que l'intention d'abord est bonne. Mais effectivement, comme je suis en train de le dire, je le dirai plusieurs fois. Les chefs de l'État ont toujours dit de la bonne foi, mais ceux qui l'entourent ne le permettent pas d'analyser ces éléments. Vous accusez trop ceux qui sont autour du chef. Notamment ceux qui viennent de dire à les obsèques de Lumumba le 30 juin. Où est le mal? Est-ce que c'est de la récupération politique? C'est ce que je suis en train. Ou c'est la volonté de ramener l'esprit Lumumba à être sédentaire? C'est par là où je vais arriver, Fabien, en disant l'idée est bonne, mais est-ce qu'on a pris en compte un certain nombre de paramètres effectivement pour savoir si c'est réellement la date de Lumumba, pour savoir il a déjà dit. Est-ce qu'on s'est posé la question, toutes les dépenses qu'on va faire par rapport au rapatriement de ces reliques, si Lumumba lui-même était encore en vie, il accepterait qu'on dépense 16 millions de dollars au moment où il y a la femme. Vous n'avez pas de preuves de 16 millions. Vous êtes un homme crédible. Pourquoi vous racontez l'histoire des réseaux sociaux? Mais ce Fabien Lumbala, l'enterrement le 30 juin des reliques de Lumumba, c'est une récupération politicienne. Et c'est inadmissible. Les reliques dont on fait allusion, ça a été retrouvé dans la maison de quelqu'un. Dans la maison de quelqu'un, on n'interroge pas comment est-ce que ça s'est retrouvé là-bas. Il faut qu'on remonte l'histoire. Comment est-ce que cet homme a été tué? Il a été tué par qui? Il ne faut pas qu'on enterre des reliques d'une personne dont on ne connaît pas. Et les racines, et quoi, les dents se ressemblent. Que vous soyez blanc ou noir, vous avez tous des dents blanches. Il faut que des questions soient posées en profondeur, qu'il y ait un procès, qu'on sache qui a tué Lumumba. Et ces reliques-là, ça vient de la justice belge. C'est la justice belge. Il y a même des examens. Qui a pris la décision. La justice belge prend la décision sur nous. Et nous devons enterrer une dent. S'il vous plaît. Une récupération politicienne comme ça, c'est pas normal. C'est inadmissible. Rédemption ou séduction? Je dis, élevons un peu la pensée. Je dis que ça soit Saddam ou pas. J'ai été à Lumbashi, en dehors de Lumbashi. À Chila Tembos. Il y a son avion qui est là, c'est abandonné. Et tout ça, je dis, le fait qu'on a ouvert cette canne, on devait plutôt se donner le temps pour repenser qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu... On a tous commis ce crime à différents degrés. On ne parle pas de l'histoire. Moi, je suis né en 74. Je ne savais pas que Mobutu avait tué Lumumba. Vous dites que les Belges ont tué Lumumba. Mais aujourd'hui, ça s'avérait que quand il était Premier ministre, tout son bureau était infiltré. Les Congolais ont tué Lumumba. Les Congolais ont tué. Tant qu'on nie ça, tant qu'on n'ouvre pas ce débat, il y aura le même crime. Je dis qu'on amène ses dents ou pas, c'est une occasion d'en parler, d'élever le débat national. Donc pour vous, ce n'est pas une séduction? Pour moi, ce n'est pas une séduction. Pour moi, c'est une occasion de parler de l'histoire et surtout de rappeler le rêve de Lumumba. Le rêve de Lumumba, c'était... Le rêve de Lumumba, c'était beaucoup plus une question socio-économique. Oui. Il a parlé de développement. Oui. Si vous battez aujourd'hui pour la question politique, c'est ce qui a tué Lumumba. Pour honorer Lumumba, parlons le rêve de Lumumba, apprécions l'histoire, révisitons ce qui s'est passé, et après on comprendra de là où est-ce qu'on peut aller. Oui. Non, je voudrais... Un petit mot en boucle. Oui, je voudrais constater que l'élite politique ne sait pas ce qu'il veut. Tantôt, ils disent que c'est la Belgique qui a tué.
Mon jeune frère parle même que... Pourquoi le roi doit venir parce qu'il a tué? Et curieusement, il dit que c'est Tshisekedi. Pourquoi Tshisekedi qui a tué Lumumba doit pouvoir l'installer, etc. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Et donc, par rapport à ça, parce qu'on est tous à l'école, c'est très clair. Les travaux de la conférence nationale ont fait des investigations par rapport à ces questions. Tshisekedi était vice-ministre de la justice. Liaoki était le titulaire. Il n'a jamais été question, associé ni de près ni de loin. Il faudrait que ce débat soit terminé. Je vous en parle parce que je suis... Non, je m'excuse. Je m'excuse beaucoup. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser parler? Non, oui, nous parlons de Lumumba. Il y avait un gouvernement. S'il vous plaît. Il y avait un gouvernement. S'il vous plaît. Dans ce gouvernement, vous êtes déjà lumumbiste? Excusez. Non, mais nous tous, moi personnellement, je l'ai... C'est bon. Alors, terminez. Que je termine. Oui, terminez. Je suis malheureux parce que c'est un lumumbiste, kabiliste, mais qui visiblement, je m'excuse beaucoup, mais quand même, tu m'appelais plus comme ça. Donc, c'est un lumumbiste kabiliste qui ont eu 18 ans, 24 ans, ils n'ont pas honoré Lumumba. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi vient et il prend l'engagement parce que c'est un héros national qui est au-delà des frontières de la République et qui est respecté à travers le monde. Et qu'il revienne, vous dites non, il ne peut pas le faire parce qu'il a le sang de Tshisekedi qui a été membre du gouvernement de 1960. Je voudrais terminer en tant que panafricaniste pour vous dire que nous avons des ancêtres divinisés. Des esprits qui ne sont pas là, mais qui sont vivants parce que nous ne le voyons pas et qu'on peut évoquer pour avoir véritablement des résultats. Lumumba est en train d'errer dans la nature. Peu importe que ce soit sa danse, ce n'est pas sa danse, mais qu'on nous ramène, c'est une façon de lui donner une dernière demeure. Et quand tout est en de cause, nous pouvons être en communication avec cet ancêtre divinisé. Je voudrais terminer pour dire que par rapport à la problématique de l'Est, il y a 3 axes. Il y a l'axe diplomatique, c'est comme ça qu'on est en contact tout le temps avec Kagame et compagnie. Il y a l'axe militaire, c'est comme ça qu'on prend des dispositions pour que le militaire puisse terminer la chose. Il y a l'axe politique, on sensibilise tous ces politiciens qui trouvent des dividendes autour de ces questions pour que véritablement la chose s'arrête. Mais il y a l'axe économique, il faut se battre pour produire des richesses dans notre pays, encore que bon, à l'état actuel, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et donc, c'est un débat de fond. Et nous aurions souhaité que prochainement, que nous fassions un débat autour de la production de richesses pour apaiser naturellement toutes ces tensions que nous trouvons à l'Est, un peu presque partout en République démocratique du Congo. Voilà. Pour le reste, ce n'est que débat de bas étage. Mais bon, prochainement, nous allons faire un débat où nous voulons que le Congo puisse changer. Mais avant ça, s'il vous plaît, messieurs, c'est moi qui ai la parole. Maintenant, je désannonce l'émission. C'est les enjeux géostratégiques, la RDC face à un monde en pleine mutation, avec ce qui se passe. Vous voyez que ça bouge de partout. La Russie, Jean-Marie Kassamba l'a dit dans l'éditorial, la Russie débarque sur le continent et est en train d'influencer les choses au Mali. La Russie également influence les choses en Centrafrique. La France est en train de perdre sa pédale, donc le pied sur sa pédale. En Afrique, on voit l'instabilité au Tchad, on voit que la France vient dans le petit Rwanda pour faire mea culpa, alors qu'il n'y a même pas grand-chose là-bas. Pourquoi on y revient avec Macron bientôt en campagne? Tout ça, ça vaut la peine qu'on réfléchisse au-delà de nos petits problèmes à l'interne. Que les grands esprits matissent le niveau ou rehaussent le niveau pour réfléchir grand. Bon après-midi. Merci à Mouchagaloussa, merci à Baloumé, merci à Sekimonyo, merci à Yamba Yamba et merci à Bolodjoa. Merci à vous également et à très bientôt. Et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vous notre gouverneur ici.